Bonsoir à tous et bienvenue dans Vital. Merci d'être avec nous ce soir. Ce vendredi, on inaugure l'Institut de cancérologie Arsène Burny au CHU l'ICAB. Et pour en parler ce soir, nous avons deux invités autour de ce plateau. Le professeur Frédéric Kridelka, merci d'être avec nous, professeur. Bonsoir. Bonsoir. Alexandra Paye, merci d'être là ce soir. Bonsoir. Vous êtes la coordinatrice du centre Oasis qui va occuper une place importante dans cet institut de cancérologie Arsène Burny. Professeur Kridelka, merci d'être notre invité. On va parler en détail, on a 35 minutes pour parler de ce centre, de ce qu'il va permettre, de l'opportunité que c'est à Liège d'avoir un tel centre. Et avec vous, Alexandra, on va parler du centre Oasis, ce centre de bien-être pour les patients en oncologie. Quelques mots justement sur ce centre. Donc, le centre Oasis, c'est une structure de 190 mètres carrés qui ouvre au sein de l'Institut de cancérologie Arsène Burny et qui va vraiment être dédié spécifiquement au bien-être des patients, que ce soit les femmes ou les hommes qui sont confrontés à un cancer. Il sera accessible dès le diagnostic du cancer jusqu'à 1 an après la fin des traitements. Et l'objectif, c'est vraiment d'offrir un moment de bien-être, soit au travers d'un soin individuel, soit d'une activité de groupe, où le patient pourra aussi partager son vécu avec d'autres personnes qui vivent une situation similaire à la leur, pour se sentir compris et pouvoir échanger à ce niveau-là. Alors si vous vous sentez évidemment concerné par ce thème que nous abordons ce soir, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On va les relayer ici sur ce plateau. On va prendre le temps d'y répondre. On a du temps devant nous. Frédéric Kridelka, ce centre, cet institut de cancérologie, il était attendu depuis très très longtemps. Oui, opportunité fantastique. Et je rebondis sur un sujet qu'Alexandra vient d'aborder, le fait qu'il rencontre d'autres patients dans ce centre. C'est une maladie fréquente. 80 000 personnes par an en Belgique ont un diagnostic de cancer. Nous en voyons près de 4 000 par an avec un nouveau diagnostic. Ces patients viennent en moyenne 15 fois par an dans l'Institut. Et donc le fait de pouvoir s'approprier un endroit, une unité de lieu dans laquelle on a tout réuni, le diagnostic par imagerie, les scanners, l'IRM, le PET-scan, tout ce qui est diagnostic biologique, prise de sang, les analyses de l'âme pour les biopsies, les traitements en hôpital de jour, les suivis en consultation, les consultations multidisciplinaires, tout ça est maintenant rapproché. Donc avant, c'était dispersé. C'est ça, et c'est ce qui en fait un centre intégré essentiel. Voilà, donc cette intégration, ce rapprochement permet une communication fluide, immédiate entre les soignants, les paramédicaux, les médicaux, toutes les personnes administratives qui travaillent autour de nous. Est-ce qu'on peut dire, avant de rentrer dans le vif du sujet, que ça va faciliter, entre guillemets, la vie des patients atteints d'un cancer? Voilà, donc qu'est-ce qu'ils demandent quand ils reçoivent ce diagnostic? Ils sont d'abord sidérés. C'est un moment très difficile, une remise en perspective de tout. Et puis ensuite, ils se disent, on veut que nos traitements soient excellents, et on veut qu'il soit cohérent. Et donc, toutes ces petites gouttes d'huile qu'on peut mettre en se croisant, en redescendant voir un collègue qui fait une IRM, préciser quelque chose sur la radio, préciser un planning de radiothérapie, tout ça va être au même endroit. Donc, vous avez une volée d'escalier à faire et vous êtes chez votre collègue pour en discuter avec lui. Je pense que on sous-estime peut-être l'importance de cette communication directe entre tous les soignants pour la cohérence des soins. Vous parliez de différentes étapes, justement, quand il y a l'annonce, le diagnostic. C'est un chemin, un parcours qui va être réalisé, tout pourra être réalisé dans cet endroit, en fait. Voilà. Le pronostic du patient cancéreux a beaucoup changé. Donc on guérit plus aujourd'hui. Et puis pour les patients qui avaient des pronostics défavorables à court terme, souvent maintenant, ce sont de très longues années de vie avec la maladie. Parfois avec des qualités de vie tout à fait honorables. Et donc, c'est à peu près 220 000 contacts par an qu'on a au CHU pour ces patients-là. Le fait qu'ils puissent venir dans cette structure, se l'approprier avec leurs accompagnants, toujours rencontrer les mêmes visages, les mêmes personnes, c'est essentiel. 3 étapes. Le diagnostic, on s'effondre, on a peur, on a envie que ça aille vite et on a envie que ça soit bien fait. Ensuite, le traitement lui-même. Et les gens ne savent rien du traitement. Donc il faut leur expliquer ce que c'est qu'une chimiothérapie, une radiothérapie, une chirurgie. Tout ça, ça se fait en équipe. Ce n'est plus individuel, c'est en multidisciplinaire. Et puis il y a cette fameuse période
qu'on méconnaît, c'est la période de surveillance. On pense que pour les patients, c'est bien, chouette, on en est sorti. Eh bien non, c'est une période d'inquiétude parce qu'on ne fait plus rien contre leur cancer. Et là, le centre Oasis va prendre toute sa place, pendant et après. Voilà, c'est pas une fois que le traitement s'arrête, on est poussé dehors et on reprend sa vie comme avant. Il y a aussi cette période d'après-cancer qui est hyper délicate, évidemment. Alexandra, j'imagine que Oasis va travailler là-dessus. Oui, bien sûr. Donc les patients pourront y accéder jusqu'à 1 an après la fin des thérapies. Et donc là, on va avoir vraiment... on va se focaliser sur 2 choses. C'est sur d'abord la relation avec le patient. Donc on va avoir des intervenants, mais également toute une équipe de volontaires qui sont des personnes géniales qui vont être là pour parler avec le patient quand il en a besoin et passer du temps avec lui. Et puis alors, on aura toute une série d'activités qui vont être mises en place pour aider le patient justement dans toute cette période où il peut encore vivre parfois certains effets secondaires et avoir une détresse. Donc on va avoir vraiment 4 grandes thématiques qui vont être abordées à ce niveau-là. On va avoir d'abord tout ce qui est revalidation douce. Donc il faut savoir qu'il existe déjà un programme de revalidation après cancer qui est vraiment très très important puisque l'activité physique va vraiment permettre un mieux-être et améliorer le sommeil, diminuer l'anxiété. Mais parallèlement à cette revalidation post-cancer, nous au Centre Oasis, ce qu'on va faire, c'est permettre aux patients qui sont encore fragilisés par les traitements ou qui sont en cours de traitement de reprendre une activité physique très douce en fait, avant de rebondir sur vraiment la revalidation oncologique post-cancer. Et ça, c'est quelque chose qui sera proposé dans ce centre ? Oui, c'est un des axes qu'on va développer avec du stretching, par exemple, du contrôle postural. On aura aussi des séminaires sur l'importance de l'activité physique. Donc ça, c'est une des thématiques qui sera développée, oui. C'est un endroit, j'imagine, où les patients, même entre eux, vont pouvoir communiquer, échanger de l'information. Et ça aussi, c'est important, plutôt que d'aller chercher sur Internet, parfois, ce qu'on a tous tendance à faire. C'est peut-être un endroit où la parole va être un peu libérée au sujet des cancers, des différents cancers, parce que c'est un sujet sensible, c'est difficile d'en parler. Peut-être que là, c'est un endroit où parler de ça, ce sera tout à fait correct, quoi. Oui. Oui, c'est comme je vous le disais, on espère vraiment qu'ils vont s'approprier cet endroit. Souvent, les patients nous disent combien c'est difficile pour eux de rentrer à la maison et d'annoncer le diagnostic à leurs conjoints ou à leurs enfants. Et donc, les locaux chez nous sont également prévus pour qu'on les reçoive en famille et qu'on puisse annoncer nous-mêmes le diagnostic. Ça facilite et ça soulage grandement les choses. Dans ces cas-là, la communication, évidemment, entre soignants et patients, on imagine, et vous l'avez dit tout à l'heure, elle est essentielle. Des patients qui viennent parfois 15 fois par an pour leur traitement, en moyenne, parfois plus, évidemment, parfois moins. La communication entre patients et soignants, elle est primordiale, évidemment. Donc là, il y aura de quoi faire, j'imagine. Oui. À ce sujet-là. On aura également des groupes de parole, par exemple, pour les patients. Donc, des groupes de parole qui seront axés sur différentes thématiques qu'ils peuvent vivre, enfin, des problématiques qu'ils peuvent vivre, par exemple, le fait d'avoir une stomie ou l'intimité et le cancer. On aura aussi des groupes de parole pour les proches des patients, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus. Ils sont extrêmement importants dans le parcours de soins pour les épauler. Et donc là, on leur laissera la parole. Ils seront encadrés évidemment par des psychologues, mais ils pourront aussi se rencontrer entre eux pour partager leur vécu. Donc voilà, il y aura énormément de enfin, voilà. Vous savez, tous ces thèmes dont Alexandra parle, intimité et cancer, est-ce qu'on a le temps, lors d'une consultation de 20 minutes, d'aborder ces sujets avec un patient ou une patiente? Non. Voilà, c'est ça. Et on sait par contre que si on ouvre la porte à ça, la consultation va durer 3 fois le temps prévu. Et donc, en ayant aménagé ces espaces pour en parler, ces moments pour en parler, mais ce sont des choses essentielles pour les gens, pour leur dignité, pendant leur traitement et après. Et pour le moral aussi, j'imagine. Bien entendu. Beaucoup dans ces cas-là. Professeur Kritelka, une question un peu technique. Quel cancer pourrez-vous traiter dans ce nouveau centre? Eh bien, tous. Il n'y a pas de cancer qui ne soit pas pris en charge dans l'Institut. On parle des cancers fréquents, bien entendu, le plus fréquent, le cancer du sein. On parle des cancers du poumon, des cancers du côlon, des mélanomes. On a également une équipe qui s'occupe des sarcomes, qui est une pathologie plus rare. Tout l'éventail des pathologies cancéreuses sera pris en charge. C'est un investissement énorme, l'Institut du cancer. Et la réflexion, elle a commencé bien avant les crises. Et donc les investissements, ils ont été imaginés avant qu'on ne sache ce qu'on vit maintenant. Et maintenus. Pour le bien-être, évidemment. Voilà. Alors ça, c'est quand vous dites « et maintenu », il y a eu un moment des hésitations.
mais on a pu acquérir les machines les plus récentes en termes de diagnostic, en termes de thérapeutique, radiothérapie, imagerie. Et donc quand les gens se disent « je veux tomber dans un endroit où je vais être traité par des gens et des machines qui sont au top », c'est réuni dans cet institut. Alors on va parler justement de ces méthodes si on en a le temps. Cet institut de cancérologie il porte le nom d'Arsène Burny. On va voir sa photo à l'instant. Vous voulez bien nous en parler un peu ? Mais Arsène Burny, c'est un homme exceptionnel. C'est un scientifique qui a étudié aux États-Unis, à qui on a proposé de rester professeur à la Columbia, qui est une université, voilà, elle nous fait tous rêver. Mais pour des raisons familiales et d'attachement à son pays, il est revenu ici. Il s'est énormément investi dans le Télévis, dans le FNRS, la Fondation nationale de recherche scientifique, qui aide les chercheurs fondamentaux et les chercheurs cliniciens. C'est un homme d'une humanité fantastique, humilité sans borne, et un scientifique très perspicace. Quand on lui parle d'un projet, il va toujours chercher le petit truc qu'il faut mettre au point. Alors, remarquable. Ce centre de cancérologie, on imagine que ce seront les méthodes les plus actuelles, les plus révolutionnaires qui seront là, évidemment. Oui, donc comme je le disais, on a fait un effort très particulier pour ça. Maintenant, on sait que, comme en Formule 1, pour avoir la meilleure voiture et terminer dernier sur la ligne, donc ici, il faut les bonnes machines et les bonnes personnes. Et une communication constante entre ces personnes. Donc en fait, c'est ça qu'on a essayé de privilégier à travers cet institut. Et allez, maintenant qu'on connaît la crise que l'on a et que l'on voit le nombre de patientes que l'on croise par an, 220 000, je répète, c'est énorme. Eh bien, on a une responsabilité médicale, humaine là derrière et il faut que tout se mette en marche le 5 décembre. Donc très bientôt. Tout à fait, c'est demain. Ce centre sera ouvert, il sera même accessible au grand public dès le week-end, qui pourront venir voir comment il est agencé, structurellement parlant. Et on va peut-être voir aussi quelques photos de ce centre. On a pas mal de remarques ici de nos téléspectateurs qui communiquent ce soir avec nous. Anne qui nous dit « Mon mari est tombé en dépression lors de l'annonce de son cancer ». De mon cancer, dit-elle, oui. Donc c'est ce que vous disiez, la famille, elle doit être aussi, elle doit trouver sa place. Et là, il y aura du temps et du personnel pour ça. Oui, et il y aura aussi certains autres ateliers qui seront accessibles. Par exemple, on va mettre en place des ateliers culinaires. Ce sera soit le patient, soit le proche qui pourra y participer, parce que parfois c'est le proche qui cuisine et qui sera heureux aussi de pouvoir aider son conjoint malade. On aura donc ces groupes de parole. Également pour l'arrêt du tabac, les proches seront également les bienvenus. Donc on va essayer vraiment de les intégrer dans le centre de bien-être. On nous parle beaucoup par remarque de dépistage, de prévention. Ici, on est d'accord que ce centre, il existe pour les personnes déjà diagnostiquées malades. C'est exact. Maintenant, ce sont les mêmes médecins qui sont impliqués dans les campagnes de dépistage. Et on est très impliqués là-dedans. Donc, mais on n'est pas sur un centre de dépistage. Non, on est sur un centre de diagnostic et de traitement. Oui. Tout à fait. Parce que c'est très, très différent quand même. Oui. C'est très, très différent, même au niveau... La prévention, elle doit être promue de manière très intense dans la population, par l'éducation de la population, mais ça se fait dans le cabinet du médecin spécialiste lors de visites de routine. Ici, on est vraiment sur un plan thérapeutique, très clairement. Tout à fait. On avait une question un peu précise. Si je suis habituée à un traitement dans un autre réseau, est-ce que j'aurai ma place dans ce centre, en fait ? Donc, si quelqu'un est déjà en traitement ailleurs et qu'il est intéressé par ce qui est proposé dans ce cas-ci, voilà, comment ça se passe ? C'est les médecins qui envoient, qu'on comprenne quel est le rôle du patient s'il a envie d'intégrer cette structure. Alors, très bonne question, parce que ce sont des points sensibles. Donc, vous savez qu'il y a des réseaux hospitaliers qui se sont créés en Belgique. On fait partie d'un réseau de 8 hôpitaux. Chaque hôpital a son centre de cancérologie. L'Institut, il a une vocation à traiter des cas particulièrement complexes, à traiter les cas usuels également, et à avoir une ouverture sur ces autres centres. Donc nous, ce qu'on propose, c'est des contacts réguliers avec les centres extérieurs. S'ils ont un cas particulièrement complexe, on leur propose de le prendre en charge ensemble. Mais si une patiente venait vers nous en disant « Tiens, voilà, moi je suis traité à X ou Y centre et je voudrais votre avis », c'est un avis qu'on donne avec un retour vers le médecin de l'autre structure. Ces structures ne doivent pas commencer à devenir opposées. Oui. Les patients nous disent souvent
Si 2 médecins me disent des choses différentes, je perds pied. Voilà, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on vous a dit là-bas? Le mieux est de pouvoir les rassurer. Et puis, si le patient décide de nous quitter, nous, et d'aller dans un autre centre, très bien. S'il décide de venir dans notre centre, très bien. Oui, oui, tout à fait. Oui. C'est un choix du patient en concertation avec son médecin, finalement. Du patient, et souvent accompagné de son médecin de famille, qui intervient grandement dans cette orientation. Alors, une question à laquelle je pense personne n'aura de réponse, mais qui nous a été posée. La médecine du futur pourra-t-elle guérir tous les cancers? Évidemment, c'est impossible, j'imagine, d'y répondre. Mais est-ce qu'on va vers du positif dans ce sens-là? Il y a pas mal d'articles où on nous dit qu'à partir de 2050, tous les cancers seront vaincus pour les gens qui n'ont pas encore 80 ans. On lit des articles comme ça de plus en plus. Est-ce qu'on peut y croire à ça? Ça me paraît très optimiste. Fallait, hein? Oui. Voilà. Mais bon, quelques réponses quand même. Le cancer du col utérin, dont on a eu l'occasion de parler ici, si la prévention est optimale, ce cancer disparaîtra. Donc on ne va pas tous les guérir, mais on peut empêcher le fait qu'ils arrivent. Donc l'éducation pour la prévention reste absolument essentielle et la moins coûteuse, beaucoup moins coûteuse que n'importe quel traitement. Première chose. Deuxièmement, l'évolution des pronostics. Mais oui, c'est incroyable. Il y a certaines maladies comme le mélanome par exemple, comme certaines formes de cancer de l'ovaire ou du sein. Aujourd'hui, on a des patientes qui ont des pronostics, ça devient une maladie chronique. Ces gens vivent pendant 10-15 ans avec leur maladie, alors qu'il y a quelques années encore, c'était des pronostics défavorables à très court terme. Donc vaincre la maladie de manière définitive me semble un peu illusoire, mais changer complètement la manière dont cette maladie est vécue et le temps qui nous reste, ça je pense qu'il y a des impacts majeurs. Et vous, Alexandra, vous le voyez aussi dans votre métier, justement, par rapport aux patients, que, bon, comme on le disait, le miracle n'est pas encore là, mais que quand on aborde un cancer du sein, c'est plus du tout, évidemment, comme il y a 10 ans, ni même 5 ans, ni même 3 ans. Alors moi, personnellement, je coordonne le centre Oasis, donc pour le moment, je n'ai pas vraiment de contact avec le patient. Je vais en avoir à l'ouverture, mais on est plus sur un projet depuis plusieurs années à construire ce centre et les activités qui vont y avoir lieu. Donc j'ai un peu du mal à répondre à cette question de mon côté. Oui. Vous le disiez, donc on voit plus du tout les choses de la même façon. Oui. Et dans 5 ans, on les verra encore de manière peut-être plus positive, moins de tabous autour des cancers, plus de facilité à en parler. Vous preniez l'exemple du cancer du sein, c'est un très bon exemple, évidemment. Oui, bien sûr. Donc, les pronostics qui ont changé et la manière d'aborder cette maladie. Je pense que, comme vous l'avez mentionné déjà plusieurs fois, le fait de libérer cette parole autour de la pathologie, comme ce sera fait au centre du bien-être, c'est essentiel que les gens ne vivent plus dans un tabou. Hein. C'est ça. On préparait cette émission avec un collègue qui disait la question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce qu'on va tous passer par ce centre, en fait, à un moment donné de notre vie. Alors là, vous n'avez pas de boule de cristal non plus, je sais, mais... c'est possible, évidemment. Maintenant, c'est tout à fait envisageable pour tout le monde. On est obligé de voir les choses comme cela. Oui, oui. Alors, l'âge, le vieillissement étant là, la probabilité d'un jour développer un cancer augmente. Maintenant, ce sont les cancers qui se développent chez des personnes plus âgées, chez l'homme ou chez la femme, sont souvent des cancers de meilleur pronostic. On dit souvent que le patient meurt d'autre chose que de son cancer, finalement. Voilà. Donc voilà, la probabilité, elle augmente. Hein. Quand on dit est-ce qu'on va tous y passer, non, mais c'est une personne sur 4 qui, un jour ou l'autre, dans sa vie, développe cette maladie. Donc, voilà, donc un homme ou une femme sur 4 voilà, sera touché globalement, par un cancer. Oui. On ne sait pas évidemment lequel. Oui. On a pas mal de remarques qui me parviennent. Voilà, Laura qui dit ma maman avait un cancer du sein, j'avais 11 ans. Nous n'avions pas de médecin ni d'infirmière pour nous aider. Voilà, ce sont des expériences très personnelles que chacun a pu vivre, d'où le rôle primordial des soignants, des médecins, des infirmières à l'écoute des patients, encore une fois. Hein. Oui. Oui, ils font un travail vraiment formidable. Oui. Et c'est vrai que ici, dans le cas du Centre Oasis, ils sont vraiment motivés à mettre en place plein de nouvelles activités pour aider le patient qui n'existaient pas avant et qui vont vraiment apporter une plus-value, je pense, Exactement. dans le parcours de soins en tout cas.
On a aussi des petits cœurs qui sont envoyés, avec les oncologues sont top, les infirmières aussi. Voilà, il y a aussi beaucoup de remarques qui tombent ici assez positives sur notre site. Une question peut-être un peu plus technique. Voilà, on parle beaucoup dans l'actualité des moyens qui sont limités pour les hôpitaux, évidemment, de la pénurie de personnel soignant. Ici, dans ce cas-ci, au niveau du personnel soignant, pas de problème, justement. Et au niveau des moyens octroyés, vous disiez, ça a été un budget décidé il y a 10 ans qui restait tel qu'il devait l'être. Oui. Voilà, donc l'effort, il est énorme. Qu'est-ce qu'on a vu? On a ouvert la partie diagnostic, radiothérapie, médecine nucléaire il y a quelques mois. C'était un phasage d'ouverture. On avait connu des difficultés structurelles importantes pendant la construction du bâtiment. Et le jour où on a ouvert, on a vu tous ces paramédicaux qui accueillaient les patientes avec un sourire incroyable, avec une excitation folle d'être là derrière leur machine dernier cri, quoi. Donc oui, il y a une vraie attente de la part des médecins, de la part des soignants. Chaque instant compte. Je parlais dans un exposé fait il y a quelques jours pour présenter l'Institut de la manière dont on est accueilli dans l'Institut par la personne au guichet d'accueil, de la rapidité avec laquelle le rendez-vous est donné, du mot de l'infirmière lors du traitement, de la franchise du regard de la personne qui vous accompagne. Allez, ce sont des choses qui paraissent être... on se dit, il fait de l'humain... Non, c'est des choses qui comptent de manière majeure. De rendez-vous, cette prise de rendez-vous, c'est pas facile évidemment quand on est face à la maladie de gérer cela, un agenda, voilà, c'est pas facile et ça évidemment j'imagine que ça va être facilité dans un endroit comme celui-là. Oui, des guichets dédiés à tout ça. Oui, il y aura un accueil central qui regroupera toutes ces formalités, ce sera plus simple pour le patient. Oui. Alors c'est le premier rendez-vous, mais c'est le rendez-vous de la suite. Vous arrivez, on vous dit oui, en effet, on confirme, il y a bien une lésion cancéreuse et si on vous dit votre scanner ce sera dans 3 mois et demi, ça va juste pas aller. Et donc on a des guichets de personnes qui sont dédiées à ces prises de rendez-vous avec des niveaux d'urgence qui leur sont communiqués de manière à ce que les choses évoluent de la manière la plus rapide et fluide possible. Voilà. Quand on a un cancer, les rendez-vous qu'on prend, c'est pas comme un rendez-vous qu'on prendrait chez un kiné. Ça n'a rien à voir. Vous le disiez, c'est très sensible, il faut que ça colle et que ce soit parfaitement défini. Oui. Donc, il faut qu'il y ait la chaîne derrière le rendez-vous après. Oui. Quand le résultat est sorti, le patient il sort de son rendez-vous de radiologie, il veut savoir. Oui, tout à fait. Donc il faut aussi qu'il y ait un timing de retour vers le patient avec le diagnostic. Voilà, c'est un long engrenage. On a une question, est-ce que ce centre sera pris en charge partiellement par l'INAMI ou la mutuelle? Bien sûr. Bien sûr. Bien entendu. Voilà, on a des gens qui parlent des services en radiothérapie qui sont top. Évidemment, c'est du personnel soignant qui a l'habitude de travailler dans l'humain, donc forcément beaucoup de retours là-dessus. Laura qui demande pourquoi parfois faut-il attendre aussi longtemps pour des rendez-vous. Je ne sais pas de quel rendez-vous elle parle, bien entendu. S'il y a un diagnostic et qu'il y a des rendez-vous qui traînent, il ne faut jamais hésiter à recontacter le centre et à rementionner l'urgence. Voilà. Et il y a des solutions qui seront trouvées. Alors Anne qui demande si les oncologues seront localisés dans cette structure, physiquement parlant. Absolument, oui. Donc voilà, j'imagine que ça rassure aussi le patient. Donc oncologues médicaux, oncologues radiothérapeutes, oncologues d'organes, infirmières de liaison, infirmières par discipline, data nurse, il y a tout un aspect d'un institut qui est la recherche et qui est la formation. On en parle généralement peu parce que les gens sont intéressés par le soin, mais savoir qu'une structure s'investit dans la recherche de nouveaux traitements, allez, ce qu'on a changé aujourd'hui en termes de pronostic, on a pu le faire parce qu'il y a des gens qui un jour ont eu une idée géniale de tester un nouveau traitement. On a en permanence 150 études cliniques en oncologie qui circulent dans notre institut. Donc c'est une opportunité pour les patients d'avoir accès à des médicaments nouveaux. Voilà. Donc voilà, cet aspect recherche et formation est très important aussi. On nous demande si les PET scans seront localisés là aussi. Oui. Très important, c'est une question qui est revenue d'ailleurs plusieurs fois. Important à dire, et on ne l'a pas encore dit, c'est un hôpital de jour. Oui. C'est important de le préciser, ça va fonctionner comme ça. Oui, donc il n'y a pas de patients qui seront hospitalisés dans cette structure et qui resteront dormir.
donc c'est uniquement de l'ambulatoire. Mais la place de l'ambulatoire dans les traitements de chimiothérapie ou d'autres thérapies médicales à l'heure actuelle, la radiothérapie, c'est en général un traitement limité d'une dizaine de minutes par jour. Donc il y a énormément d'entrées et de sorties. L'ambulatoire, c'est la majeure partie. Et qu'est-ce qu'il faut concevoir quand on pense à ça? C'est bien entendu des parkings de proximité et des accès aisés. Alors on a eu tous nos problèmes de parking au CHU, mais la place qui est faite maintenant et qui sera ouverte début janvier, fin décembre, pardon, et puis encore durant l'année 2023, là c'est simplement majeur. Et puis il y a ensuite des places de proximité qui seront autorisées aux patients qui viennent pour des traitements de courte durée. Voilà. Donc ça, ce sera contre la façade et on rentre. Elle a son importance. Bien sûr. Ce sont des détails très importants, évidemment, pour les patients qui viennent vivre des moments, évidemment, souvent bien difficiles dans ces cas-là. Merci en tout cas pour toutes ces réponses assez précises. On a beaucoup de questions. J'ai même du mal à vous les lire ici en live. On nous parle d'immunothérapie et de tous ces effets secondaires qu'on découvre au jour le jour, nous dit ici Anne. Chaque traitement est évidemment différent. J'imagine qu'on va travailler sur ces effets secondaires au centre Oasis. Oui, donc il faut différencier vraiment les soins oncologiques de support qui sont toutes les thérapies complémentaires qui vont permettre justement la prise en charge des effets secondaires liés à la maladie ou au traitement qui ont lieu depuis des années et qui vont continuer. Donc, par exemple, si on a une détresse émotionnelle, on pourra avoir la psychologue. Si on est dénutri, une diététicienne. On pourra avoir un drainage de la fatigue. Voilà. Au centre de bien-être, ici, on va vraiment se focaliser sur le confort et le bien-être de la personne. Mais évidemment, on aura aussi une prise en charge parallèle des effets secondaires. Donc, par exemple, si on vient chercher un massage et qu'on ressent de la douleur, ça va permettre de réduire, dans certains cas, cette douleur, l'anxiété également. Les diététiciens qui feront des ateliers culinaires vont aussi travailler sur cette renutrition, mais par de la pratique. Donc ce sera une approche un peu différente et complémentaire de ce qui existe déjà et qui va continuer. Juste rassurer cette personne qui vous a envoyé la question, je ne sais pas ce qu'elle voulait dire par ces effets secondaires qu'on découvre au jour le jour. Le patient découvre ses propres effets secondaires, oui. Les effets secondaires liés au traitement font l'objet de tests qui sont extrêmement standardisés et un traitement n'est pas mis sur le marché sans qu'on ait une connaissance profonde des effets secondaires potentiels qui lui sont liés. Oui. Donc tout ça est très cadenassé. Oui, c'est une liste d'effets secondaires dont on est entre guillemets prévenu à l'avance. On sait comment ça va se passer. Oui. Et on se fait accompagner évidemment au mieux. On a même des patients qui vous disent merci de les avoir sauvés. C'est assez émouvant, donc je le mentionne. Un cancer ovarien utérin en 2009 qui lui a permis d'être en rémission complète et de vivre une nouvelle vie. Voilà, une ancienne patiente, Isabelle, qui envoie ce message. C'est assez personnel, mais voilà, il y a beaucoup de réactions qui nous parviennent. On va continuer quelques minutes encore par rapport à ce projet. Je pense qu'on a vu quelques photos, mais ce qui est important de dire, c'est qu'il y aura moyen de visiter ce centre dès ce samedi pour le grand public. Ça c'est une porte ouverte finalement. Voilà, grande ouverte la porte. Pourquoi? On a dit tout à l'heure le nombre de patients touchés. On a dit l'impact familial que ça avait, l'impact auprès des amis. Bon, tout change. Et pas que pour le patient. Très souvent en consultation, on a l'impression que l'épouse et l'époux se protègent. Ils n'osent pas se livrer, ils n'osent pas montrer leur détresse parce que sinon l'autre va prendre peur finalement. Donc c'est une histoire d'équipe, que ce soit au sein de la famille ou que ce soit avec nous. Donc avoir ce samedi les personnes se disant « Allez, on y va, on va visiter ça, mais on n'y va pas seul, on n'y va pas juste avec notre époux, on vient avec les gosses, on vient avec les personnes de notre famille », eh bien c'est très bien, c'est une histoire qui se gérera en famille, en équipe médicale. On parle d'anciennes patientes, j'ai une patiente qui était danseuse étoile et qui a écrit l'histoire de son traitement. Elle appelait ça « Pas de deux ». Pourquoi? Parce qu'elle voulait évoquer le corps à corps qu'il y avait entre elle et le corps médical. Oui, c'est ça. C'est extrêmement proche, hein, c'est très fort comme parcours. Oui. Entre elles, nous, et puis toute la famille qui est autour, médicale ou familiale de sang. Voilà. Voilà, il y a un travail d'équipe, on le comprend avec ce centre de bien-être, on le comprend avec ce centre intégré. C'est un travail d'équipe. On espère que ce sera évidemment un hôpital de bonnes nouvelles, parce qu'il y en aura.
c'est tout l'objectif de ces équipes sur place. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été nos invités pour parler de ce sujet ô combien important qui concerne tellement de monde. Merci beaucoup Alexandra. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci professeur Kridelka d'avoir... Merci pour l'opportunité. Pour tous ces éclaircissements. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour vos remarques qui nous ont été envoyées. On n'a pas pu répondre à tout ce qui a été dit ce soir, mais on espère en tout cas vous avoir apporté quelques informations supplémentaires et on ne vous souhaite qu'une chose, évidemment, c'est de prendre bien soin de vous et que tout aille bien. Excellente soirée à tous.